Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, merci d'être si nombreux connectés à la présentation aujourd'hui de Mon Espace Santé à destination du public de la médiation et l'inclusion numérique. On est vraiment très heureux d'avoir réuni autant de personnes. On espère répondre au maximum à toutes vos questions à travers la présentation, mais aussi les temps d'échange dédiés. On va essayer d'avoir au maximum une présentation dynamique. Donc, je vais vous présenter les bonnes pratiques pour que ça se déroule le mieux possible entre nous. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On y répondra donc en temps dédié. Mais surtout, pour une bonne lecture du support, on vous conseille vraiment le plein écran parce qu'il y a des moments où beaucoup de choses peuvent être inscrites. Je vais vous présenter tous les intervenants qui vont venir défiler pour vous faire cette présentation. Il va d'abord y avoir Ella Gariani, donc, juste sur ma gauche, qui vous présentera vraiment le dispositif et le produit Mon Espace Santé. Il y aura Pierre Dubreuil qui s'occupe de tous les sujets de lutte contre la fracture numérique et l'inclusion numérique. Ensuite, il y aura Garland Nison qui est notre experte sur ces sujets-là, qui aura un regard terrain sur cette thématique et qui pourra répondre à des questions très pratico-pratiques. Et ensuite, donc, Marianne Biard, moi-même, qui travaille aussi sur les sujets de inclusion numérique avec Pierre Dubreuil. Tout d'abord, on va débuter cette présentation par un rapide sondage. Pour nous, ça va être une donnée un peu précieuse et ça va nous permettre de cranter nos différentes actions à l'avenir sur le déploiement de Mon Espace Santé. Elle est très simple, c'est « Avez-vous déjà entendu parler de Mon Espace Santé ?» On va vous laisser quand même une petite minute le temps de répondre. Je regarde en régie on m'indique quand le résultat est prêt. Ça monte. 320 votes pour l'instant. On est à oui pour 80%. Allez, je vous laisse 5 secondes et on clôt. C'est clôturé. Est-ce qu'on peut avoir le résultat final? Donc, c'est oui pour 77% des participants. Donc oui, pour 77 des participants, honnêtement, le déploiement a plutôt pas mal commencé, ce qui est plutôt une bonne donnée, un bon résultat. Je vais laisser du coup la parole rapidement à Ella Gariani qui va vous présenter tout Mon Espace Santé. Merci beaucoup, Marianne. Donc, effectivement, Mon Espace Santé, c'est un nouveau service public numérique pour gérer et partager ces données de santé. Concrètement, en quelques mots, je vais vous raconter d'où ça vient. Ça s'inscrit sur le DMP, qui est un service public qui existait déjà auparavant, qui a été inscrit dans la loi il y a quelques années de ça, et qui en fait faisait la promesse d'offrir un carnet de santé numérique aux citoyens, mais qui a toujours eu un peu de mal à se déployer pour différentes raisons qu'on va balayer ensemble. Concrètement, qu'est-ce qui s'est passé dans le cadre du déploiement de du DMP historiquement? C'est en 2005 une loi qui prévoit donc ce fameux carnet de santé numérique pour les citoyens, et ensuite différentes expérimentations qui ont cherché à résoudre des problématiques techniques, notamment pour faire en sorte que les logiciels des professionnels de santé puissent envoyer les documents de santé utiles à leurs patients. Tout ce travail-là, ça s'est fait vraiment en relation avec beaucoup les professionnels de santé au début et les éditeurs de logiciels, les experts de ce qu'on appelle l'interopérabilité. Et ce n'est qu'autour de 2010 que le déploiement commence effectivement avec des premiers déploiements sur le terrain. Et c'est surtout à partir de 2015, quand le dispositif a été repris par l'assurance maladie, qui a eu des mécanismes notamment de financement de la création des DMP, qu'on a commencé à voir la courbe des DMP ouverts et alimentés progresser. En gros, au moment où on arrive avec Mon Espace Santé, on a 11 millions de DMP créés avec environ 1,5, 1,2 documents par DMP, donc qui reste globalement assez vide, c'est-à-dire peu alimenté pour la plupart des personnes. Donc, pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là après, on va dire, 15 ans d'expérimentation et d'expérience autour du DMP? On va venir sur deux principales raisons qui font que le DMP historiquement n'a pas fonctionné, mais en toute sincérité, il y a une grande littérature sur le sujet, avec notamment des rapports de la Cour des comptes, de l'IGAS, etc., qui reviennent sur les raisons pour lesquelles, historiquement, le DMP n'a pas rempli ses promesses. D'abord, on a un enjeu de politique publique tout bête, qui est que puisque les professionnels ou les personnes devaient les créer, les personnes en fait, ne le faisaient que si elles voyaient un intérêt. L'intérêt qu'elles y voyaient, c'est qu'ils soient alimentés. Ils n'étaient pas alimentés parce qu'ils n'étaient pas créés, et ils n'étaient pas créés parce qu'ils n'étaient pas consultés, donc ils restaient vides. Donc on avait une forme
le cercle vicieux autour de cette mécanique de la création du DMP qui a fait qu'on n'a pas du tout basculé dans un système où tous les professionnels, tous les établissements et surtout tous les citoyens ont pu utiliser le DMP. Donc ça fait vraiment partie, on va dire, d'un problème de conception de politique publique qui a été très largement partagé, constaté et sur lequel on a pu du coup construire les bases des mécanismes de création automatique sauf opposition de mon espace santé. Et ensuite, il y avait une autre difficulté, elle beaucoup plus technique, qui est liée à ce qu'on appelle l'interopérabilité des logiciels. Grosso modo, ça veut dire qu'un logiciel d'un professionnel, quelle que soit la version, quel que soit le logiciel qu'il utilise, quelle que soit la spécialité du médecin en question, eh ben, il puisse envoyer simplement, quasi automatiquement, sans que ça génère du temps perdu pour le médecin, un document de santé utile au patient. Et donc ce principe-là, de faire en sorte que les quelques centaines de logiciels qui existent, toutes spécialités confondues, tous secteurs d'activité confondus, pour qu'ils puissent échanger opérationnellement avec le DMP, eh ben, ça a mis pas mal de temps à se déployer et on a rencontré à chaque étape des petits soucis techniques autour de l'interopérabilité. Donc, je vous parle là de deux principales difficultés, mais en fait, il y en a une aussi qui est liée au fait que, historiquement, le dispositif il a été beaucoup pensé comme un outil de coordination pour les professionnels et pas tant comme un outil de gestion de ces données de santé à la main du patient. Et du coup, ça, c'est vraiment ce que modifie, ce que transforme radicalement la loi OTSS de juillet 2019 qui crée mon espace santé, qui pour le coup là est vraiment pensé comme un outil à la main du citoyen, à la main du patient, pour qu'on puisse d'abord systématiquement récupérer nos données de santé, faire en sorte que les professionnels nous les envoient, nous les alimentent, mais aussi que nous-mêmes, on puisse les stocker en toute sécurité pour ne plus les perdre. Et que si en cas de pépin, je finisse aux urgences, tout mon historique de soins il soit disponible pour bien me soigner. Cet enjeu-là, c'est aussi un enjeu de souveraineté qui est assez important. On l'a vu dans le cadre de la crise du Covid, les usages du numérique dans le domaine de la santé ont explosé. Et si la puissance publique ne prend pas sa place en offrant un service public universel à tous les citoyens pour gérer ces données de santé, eh ben on sait que d'autres le feront pour nous et on sait que les données de santé finiront dans des services où ils deviendront en fait une commodité. Donc c'est vraiment quelque part aussi un momentum là qu'il ne faut pas qu'on rate avec le déploiement de mon espace santé. C'est un peu une sorte de troisième voie où on propose aux citoyens français un service public pour gérer leurs données de santé. Et donc, c'est ça vraiment l'ambition, remettre le citoyen au centre du système de soins et faire en sorte que ce soit nous qui ayons effectivement la main sur nos données de santé. Donc, cette loi, elle crée notamment un mécanisme qu'on appelle de création automatique sauf opposition, sur lequel je reviendrai en détail, et elle décrit très précisément ce que l'on retrouvera en tant qu'usager, en tant que citoyen dans mon espace santé. Qu'est-ce que c'est concrètement que mon espace santé? C'est 5 fonctionnalités, mais grosso modo, aujourd'hui, dans ce qui est d'ores et déjà en prod, il y en a 3. Il y a toute la partie dossier médical, avec le fait de pouvoir récupérer mes documents de santé. Donc, les 11 millions de personnes qui avaient précédemment un DMP, elles retrouvent automatiquement leurs documents. Et en plus de cette partie documentaire, il y a une partie qui est plus un espace de libre expression à la main du patient, où je vais décrire mon historique de soins pour pouvoir facilement le partager à mes professionnels. Et ça, en gros, c'est les 5 premières minutes de la consultation que j'ai avec un médecin quand je le vois pour la première fois. C'est quoi mes antécédents, c'est quoi mes traitements en cours, est-ce que j'ai des allergies connues, etc. etc. L'idée, là, c'est de pouvoir résumer cette information quelque part pour pouvoir la partager en amont d'une consultation, en amont d'un séjour à l'hôpital et, dans le pire des cas, entre guillemets, en cas d'urgence. C'est aussi une messagerie. Cette messagerie-là, en fait, elle est connectée avec des messageries sécurisées qui existent déjà pour les professionnels de santé, qu'on appelle les messageries MS Santé, pour messagerie sécurisée de santé. Et là où on avait défini des règles de sécurité particulières pour les échanges entre confrères médicaux, eh bien, on vient créer un pont pour que les professionnels puissent échanger avec leurs patients dans ces mêmes conditions de sécurité. Grosso modo, l'idée, c'était de leur offrir une alternative aux messageries gratuites, dont on sait que le modèle économique est basé sur l'exploitation des données qu'elles font transiter. Là, c'était d'offrir une alternative gratuite, sécurisée et qui garantisse le secret médical.
Donc cette messagerie-là, c'est pour permettre aux professionnels d'échanger avec leurs patients dans les mêmes conditions de sécurité qu'ils font avec leurs confrères. Je vais zoomer principalement sur ce qui est en prod aujourd'hui. N'hésitez pas si vous avez des questions sur le reste, dans le chat, on pourrait y revenir. Donc, le dossier médical dont je vous parlais, ce que vous voyez là à l'écran, c'est vraiment des captures d'écran de ce qui est en prod. L'idée, c'est que je peux y retrouver mes documents de santé, la version historique du DMP, mais ce qu'on a refait, c'est qu'on a travaillé un peu l'ergonomie pour que ce soit plus simple pour moi de les saisir directement, de mettre un tag qui soit clair pour moi et de pouvoir du coup mieux les classer, mieux les organiser. Ça, c'est ce qui est déjà en prod dans la version actuelle. Et en fait, ce travail de comment est-ce que j'organise mon dossier de santé, c'est pour nous un chantier qui est toujours en cours. On fait des retours utilisateurs constants pour améliorer cette ergonomie-là et faire en sorte que on puisse s'y retrouver dans l'historique de nos données de santé. Et puis, comme je vous le disais, l'espace de libre expression à la main du patient, qui est ce profil médical que je peux partager en amont d'un séjour à l'hôpital, avant une première consultation, ou une téléconsultation. La messagerie, c'est ce que je vous décrivais à l'identique. En gros, on a créé une adresse de messagerie sécurisée et gratuite pour tous les citoyens, pour qu'on puisse échanger en toute sécurité avec nos médecins, un peu comme on le fait avec notre banquier. L'idée, c'est de dire, nos données de santé, elles sont trop précieuses, elles sont trop confidentielles pour qu'on les partage via Gmail, WhatsApp, Yahoo, qui sont des usages qui ont commencé à se développer. Beaucoup, notamment pendant les confinements passés, on a vu beaucoup de médecins qui nous disaient moi, j'ai commencé à donner mon adresse mail à mes patients, donc maintenant, j'échange des protocoles de soins comme ça. Et bon, nous, on dit c'est bien, c'est mal, il s'avère que je pense que c'est interdit par la loi, mais c'est surtout que là, maintenant, enfin, on a une alternative préférable. Et comment ça marche du côté du patient? C'est que si je reçois un message, je suis notifiée sur ma boîte mail perso, exactement comme sur les applications bancaires. Et sur ma boîte mail perso, du coup, on me dit, vous avez reçu un nouveau message, allez le consulter. Voilà, et donc je me connecte avec le niveau de sécurité adéquat et je reçois le message que m'a envoyé l'hôpital, le labo ou mon médecin. Voilà pour ce qui est en production en termes de macro-fonctionnalité. Un autre point qui est important, c'est qu'on a une gestion multi-profil qui permet de gérer les comptes de la famille. Donc tous les comptes des enfants sont rattachés au compte de ce qu'on appelle l'ouvrant droit au sens de l'assurance maladie. Ça veut dire celui qui reçoit les remboursements sur son compte, les remboursements de la carte vitale. Mais le second parent peut aussi y avoir droit. Donc c'est le parent A qui doit déléguer la gestion au parent B sur le compte des enfants. Donc ça, c'est la gestion multiprofil. Et le principal point nouveau que crée la loi OTSS, c'est ce principe qu'on appelle d'opt-out, donc de création automatique par défaut. Grosso modo, ça consiste à dire disposer d'un carnet de santé numérique en France en 2022, c'est un service public universel. Il est accessible à tous, gratuitement, offert et mis à disposition à tous les assurés sociaux. Et par contre, si on ne veut pas bénéficier du traitement, si on ne veut pas bénéficier du service, eh bien, on peut donc opt-out, c'est-à-dire s'opposer à la mise en place du traitement. Comment est-ce qu'on fait ça à l'échelle de l'ensemble de la population? On les informe, chacun individuellement, soit à l'adresse postale, soit à l'adresse email qui est connue de l'assurance maladie. Tous les assurés sociaux vont recevoir un message qui leur décrit le service, qui leur décrit les modalités de ce qu'on appelle l'exercice de leur droit d'opposition. Ça veut dire comment est-ce qu'ils peuvent opt-out. Et donc, les personnes peuvent tout simplement se connecter avec un code qu'elles reçoivent par message et elles peuvent du coup soit activer leur compte, soit s'opposer à la création de leur compte, auquel cas elles recevront une confirmation par voie PDF qui dit voilà, votre compte a bien été clos par défaut. Dans un délai de 6 semaines à compter de la réception du courrier, si la personne n'a rien fait, c'est-à-dire elle ne s'est pas connectée pour dire j'active, elle ne s'est pas connectée pour dire je m'oppose, eh bien le compte est automatiquement créé. Et là aussi, la personne en est informée par le même canal d'information que l'information initiale. On dit, vous avez prévenu il y a 6 semaines, votre compte a été automatiquement créé, il est toujours possible de le clore. La personne peut se connecter, le fermer et télécharger les éventuelles données de santé qui étaient stockées. Je pense notamment à l'historique de remboursement de l'assurance maladie qui est automatiquement chargé, ou par exemple à l'attestation de vaccination Covid qui est aussi automatiquement chargée.
Comment est-ce que ça va se passer tout ça? On envoie les informations aux personnes du 31 janvier au 28 mars. Et ensuite, les dernières créations automatiques sont faites au mois de mai. Donc, grosso modo, c'est maintenant qu'on commence toute la communication pour accompagner cette information individuelle, pour faire en sorte que le maximum de gens en entendent parler et que quand ils reçoivent ce courrier ou cet email, ils se disent « Ah oui, c'est ce truc que j'ai vu à la télé, dont j'ai entendu parler à la radio » et qu'ils puissent choisir du coup avec le maximum d'informations à leur disposition s'ils souhaitent s'opposer ou activer. Voilà en quelques mots le principe de l'opt-out. Pour accompagner tout ça, on met aussi en place pas mal de leviers pour accompagner les usagers. D'abord, le plus important, le téléphone 34 22, c'est un numéro gratuit que du coup tout le monde peut appeler s'ils ont la moindre difficulté. Il y a bien évidemment l'aide en ligne, peut-être que ça peut être une ressource qui vous est utile à vous aussi. Si demain il y a des personnes qui viennent vous poser des questions, elle est accessible sans avoir à être connectée. Il y a un petit bouton point d'interrogation avec besoin d'aide. On accède à l'aide en ligne. Et enfin, il y a le formulaire nous contacter, pareil, utilisable sans nécessairement avoir besoin d'être connecté et qui permet de contacter directement le support. Voilà, je vous ai dit les grandes lignes, notamment tout à l'heure du planning de déploiement, simplement pour vous dire que ce mécanisme-là de création automatique, avant de le mettre en place à l'échelle de la France entière, on l'a testé à la fin de l'année Atlantique, la Haute-Garonne, et on a aussi testé du coup des mécanismes d'accompagnement des personnes pour qu'elles puissent se saisir au maximum du dispositif. On aura l'occasion d'y revenir. Je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire sur le produit en tant que tel. Il me reste 2-3 mots à vous partager sur, en gros, concrètement, qui a accès à quoi dans mon espace santé. Donc, derrière le dossier médical, là où on a les documents de santé, il y a des interfaces qui permettent aux professionnels d'alimenter, donc m'envoyer des documents, mais ces interfaces, elles permettent aussi aux professionnels de consulter mes documents. Concrètement, comment est-ce que ça se passe? Moi, chaque document que j'ai dans mon espace santé, je peux définir son degré de confidentialité. Je peux le masquer ou le démasquer. S'il est démasqué, alors un professionnel qui se connecte à mon compte peut le consulter. Le professionnel, lui, pour le consulter, il doit se connecter via sa carte CPS, mais je crois que j'y reviens dans la salle d'après, donc je ne vais pas vous présenter tout ça tout de suite. Mais simplement pour vous dire, je peux masquer et démasquer un document, et aussi je peux autoriser ou bloquer un professionnel. Ça veut dire que si un professionnel consulte et qu'il s'avère que par ailleurs je ne le connais pas, eh bien je peux le bloquer et donc il ne pourra plus accéder à mes documents de santé. Les professionnels de santé, concrètement, à quoi est-ce qu'ils peuvent accéder? D'abord, en fonction de leur rôle, ils peuvent accéder à mes documents de santé. Ils peuvent alimenter mes documents de santé. Ils peuvent eux aussi masquer un document à ma demande. Ils ont ce pouvoir-là. Et ils peuvent aussi masquer un document soit au représentant légal, aux parents. C'est beaucoup le cas, par exemple, pour les données de santé qu'on va dire à caractère sensible, pour les ados, par exemple. Le professionnel peut le rendre invisible au représentant légal, et c'est quand l'enfant devient majeur qu'il retrouvera ce document, par ailleurs potentiellement utile pour sa prise en charge dans le futur. Et un point important, là vous avez à l'écran tout ce à quoi le professionnel peut avoir accès, mais un point important qui est prévu par la loi, c'est que le médecin traitant puisse avoir accès à plus d'informations. Il a, lui, des droits élargis. Donc c'est ce que vous voyez à l'écran là. Concrètement, aujourd'hui, le logiciel n'est pas connecté à la base des médecins traitants de l'assurance maladie. Donc, ce n'est pas en lien avec derrière le médecin qui vous est remboursé sans ticket modérateur. Ce n'est pas la même chose. C'est vraiment, pour l'instant, un professionnel que je déclare moi-même dans mon espace santé. Par ailleurs, cette question des droits élargis du médecin traitant, c'est vraiment une sorte de reliquat de l'histoire qui existait depuis pas mal de temps. Et il y a eu des réflexions en cours, notamment on a mis en place un comité citoyen à la fin de l'année dernière. On a beaucoup discuté de ces questions, de qui peut avoir accès à quoi. Et on a quand même pour projet d'investiguer et de creuser ce sujet du médecin traitant. Est-ce que ça vaut encore le coup demain, dans le cadre d'un dispositif qui est déployé à la France entière, de permettre à certaines personnes de donner des droits élargis
à une catégorie de médecins en particulier. Voilà, ça fait partie des questions. D'ailleurs, si dans le chat vous avez des avis, n'hésitez pas à nous les exprimer sur le sujet. On tâchera de les prendre en compte. Ça fait vraiment partie des questions qui sont chez nous en cours de traitement en ce moment même. Voilà quelques mots en plus sur la situation en cas d'urgence. En gros, le professionnel dans son logiciel, il peut dire qu'il consulte vos données de santé pour une situation d'urgence. S'il déclare qu'il accède en cas d'urgence, alors moi, je reçois une notification qui me dit bien il a considéré que c'était en cas d'urgence. Donc, s'il s'avère que je ne suis pas en cas d'urgence, je peux immédiatement le bloquer, bien évidemment. Cette notification, je la reçois quel que soit le motif de l'accès déclaré. Hein. Mais bon, si c'est en cas d'urgence, je peux la consulter a posteriori et savoir du coup qui a eu accès à mon dossier de santé. Cet accès en cas d'urgence, je peux aussi le désactiver. Je peux dire, en fait, même en cas d'urgence, je n'aimerais pas que des personnes consultent mon dossier médical. Voilà, je disais tout à l'heure, je vais vous parler de comment ça se passe du côté des professionnels. Les professionnels, donc, ils peuvent consulter vos documents, soit à partir de dmp.fr, soit à partir de leur logiciel, lorsque ces logiciels sont dits DMP compatibles. Ces logiciels-là, pour qu'on puisse y accéder en tant que professionnel, il faut être connecté avec ce qu'on appelle sa carte CPS. C'est une carte de professionnel de santé et elle doit être rattachée à un lecteur de carte magnétique. Et en tant que professionnel, donc je suis connectée. En fonction de ma profession, je peux avoir accès à plus ou moins de documents. Ces documents-là, ils sont définis dans la matrice d'habilitation. On travaille avec les ordres des professionnels de santé, les associations de patients, mais aussi la CNIL pour garantir le principe de minimisation. Ça veut dire que vraiment les professionnels ne puissent accéder qu'aux documents qui sont strictement nécessaires à l'exercice de leur spécialité. Donc ce document-là, ce qu'on appelle la matrice d'habilitation, c'est un document qui est par ailleurs public. Il est disponible sur dmp.fr/matrice d'habilitation. Vous pouvez aller le consulter. Et là, pareil, on a un chantier en cours pour essayer de le rendre plus lisible. On sera preneur si vous avez des commentaires dans le chat sur le sujet. Voilà, un petit point, bon, bien sûr, assez important. C'est vraiment une de nos préoccupations principales, c'est la sécurité des données. Donc, les données, elles sont hébergées en France chez deux acteurs français que sont Worldline et Atos. Elles sont par ailleurs soumises au contrôle de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Tout le protocole de sécurité que l'on met en œuvre est fait avec leur accompagnement. Et puis, il y a une homologation RGS. On travaille en parallèle pour avoir le maximum d'audits externes pour venir vérifier la sécurité du dispositif qu'on met en place. Et au-delà de la sécurité, on va dire, des modalités de stockage et de gestion des données, on a bien évidemment la sécurité des accès. Je vous parlais tout à l'heure des accès des professionnels qui sont soumis au fait d'avoir une carte CPS et un certain nombre de critères de sécurité. Il en va de même pour l'accès des usagers. Donc, par exemple, à la connexion, pour l'instant, on est obligé d'envoyer un code OTP systématique pour garantir la sécurité de la connexion. On va travailler demain dans le cadre de l'application mobile à des modalités de sécurisation des accès encore plus poussées avec le Touch ID, Face ID par exemple, pour garantir voilà, la sécurité des accès du côté des usagers. Un dernier petit mot pour vous dire qu'au-delà du travail qu'on fait sur Mon Espace Santé pour que ce soit facile à utiliser pour les personnes et le plus sécurisé possible, on travaille aussi du côté des logiciels de professionnels pour qu'ils puissent systématiquement être raccordés avec Mon Espace Santé et envoyer des documents aux patients. Donc, ça passe notamment par des échanges qu'on a très régulièrement avec les médecins de ville, les pharmaciens, les établissements de santé, les laboratoires de biologie, les laboratoires de radiologie et tous les établissements et les services du secteur médico-social. En fait, on travaille avec eux sur la définition des documents les plus importants pour le parcours de soins des personnes qui doivent leur être systématiquement renvoyés. Et en parallèle, on met en place un effort d'investissement historique, ça n'a jamais été fait avant, pour mettre à jour tous ces logiciels-là pour que ces documents puissent effectivement être partagés aux patients dans le cadre de leur parcours de soins. Donc, c'est les documents que vous voyez en bas qui ont été identifiés avec les acteurs du secteur comme les documents les plus importants et on investit 2 milliards d'euros pour mettre à jour tout le parc informatique des professionnels de santé pour qu'ils puissent systématiquement échanger en toute sécurité avec leurs patients. Voilà pour moi. J'espère ne pas avoir été trop longue et on a une petite vidéo pour vous présenter ça de façon un peu illustrée.
Donc, cette petite vidéo, elle vous a présenté un peu le mode de fonctionnement de mon espace santé de façon générale. Et là, Pierre a noté les questions que vous avez posées pendant la présentation. Et ce qu'on vous propose, c'est d'en prendre quelques-unes en direct. Bonjour à tous. Donc, il y avait énormément de questions. Donc, on vous remercie pour ça. J'ai essayé d'en faire une sélection. Ça n'a pas été évident. Donc, on peut commencer par Guillaume qui nous demande est-ce le service relatif aux données de santé hébergé avec Microsoft? Ah ouais, non. Donc le service, je pense, auquel vous faites référence, c'est ce qu'on appelle le Health Data Hub. Donc ça, c'est un mécanisme de récupération des données à des fins de recherche qui est géré donc par un groupement d'intérêt public qui s'appelle le Health Data Hub. Là, c'est pas du tout ça, ce dont on vous parle. D'abord, les données ne sont pas anonymisées, elles sont pas gérées à des fins de recherche. C'est vraiment un espace personnel de gestion de ces données à la main du patient. Et donc, c'est pas du tout hébergé chez Microsoft, c'est hébergé chez Atos et Worldline, qui sont les deux entreprises françaises dont je vous parlais. Ça, pour le coup, en l'occurrence, comme on traite de données vraiment confidentielles personnelles, c'était quelque chose qui était très, très important pour nous. Je vous le disais, il en va aussi de la souveraineté de la France de pouvoir réussir un carnet de santé numérique pour que ce ne soit pas d'autres acteurs qui le fassent demain. Donc, pour nous, c'était hyper important que ce soit bien des acteurs français qui soient à nos côtés dans le développement d'un service public comme celui-là. On avait Warda aussi qui nous demandait est-ce que le DMP existe toujours du coup? En gros, le DMP, il existe toujours, mais il passe comme en back-office de mon espace santé. En gros, nous, en tant que citoyens, on ne va plus le voir. Il n'y a que les professionnels qui, eux, pourront continuer à l'alimenter et à le consulter. Donc, cette brique-là, elle existe toujours dans la loi, elle existe toujours techniquement. Et simplement, nous, en tant que citoyens, on n'aura plus accès à cette interface qu'on appelle le DMP. Par contre, ça sera bien le mécanisme de stockage de nos documents de santé. On a Mathilde aussi qui nous demande est-ce que ce sera la même messagerie sécurisée entre les professionnels de santé et entre les professionnels de santé et les patients? Oui, en fait, par exemple, imaginons, moi je suis médecin, j'avais aujourd'hui une messagerie sécurisée sur laquelle, par exemple, je recevais les résultats d'examen de biologie du laboratoire d'à côté. Et ben, c'est cette même messagerie que je vais utiliser demain si je veux, par exemple, forwarder ce résultat d'examen de biologie à mon patient, ou bien lui dire c'est bon, j'ai regardé le résultat du labo, tout va bien, RAS. C'est cette même messagerie que les professionnels ils utiliseront pour écrire à leurs patients. C'est vraiment de leur côté, rien ne change. Il y a Nathalie, Samuel et beaucoup d'autres qui nous demandaient aussi est-ce qu'il y aura une application mobile? Oui, alors aujourd'hui, ce qu'on a en prod, c'est donc le site qui est responsive, donc on peut l'utiliser sur notre navigateur mobile, mais on a pour projet de sortir une application courant mars-avril. D'ailleurs, par ailleurs, ça me permet de dire la roadmap des évolutions qu'on va apporter à mon espace santé, elle est publique, elle est en ligne, elle est sur monespacesanté.fr/à-propos. Donc, vous pouvez retrouver les macros évolutions qui sont prévues d'ici la fin de l'année 2022. Et donc, il y a notamment l'application mobile. Courant mars-avril, c'est notre calendrier. Pareil, toujours sur les évolutions, est-ce que l'espace sera accessible via France Connect?
Voilà, très bonne question. Nous, ça fait pareil, on l'a mis dans la roadmap, ça fait partie des choses qu'on a envie de faire avant la fin de l'année là, de mettre France Connect. Pour l'instant, on ne l'avait pas mis parce qu'on voulait garantir un niveau de connexion qui soit hyper sécurisé au démarrage. Et donc, ça nous a paru être bien de lier ça avec la carte vitale, de récupérer le numéro de série et le numéro de sécurité sociale qu'il y a sur la carte vitale. C'est des choses qu'on avait pu voir dans la vidéo de Inaya, ça fait partie des choses dont elle a besoin pour pouvoir se connecter. Et par contre, on va sûrement intégrer France Connect déjà à la connexion, pas nécessairement à l'enrôlement, mais vraiment histoire que je n'ai pas à me souvenir de mon identifiant et de mon mot de passe et que je puisse utiliser celui dont j'ai l'habitude, que ce soit mon compte Amélie, mon compte des impôts ou un autre identifiant que j'ai l'habitude d'utiliser. Ça enchaîne assez bien avec la question de Stéphanie qui nous demandait comment créer mon espace santé sans avoir reçu un mail d'inscription ou un courrier avec un code provisoire. Oui, alors depuis le 31 janvier, on peut faire ça. On peut activer son compte entre guillemets proactivement, même si on n'a pas encore reçu l'info de l'assurance maladie. En fait, il faut aller sur monespacesanté.fr, aller sur activer. Et là, vous avez un champ qui dit le code et le numéro de sécu. Et en fait, en dessous, vous avez généré un nouveau code provisoire. Donc, ça fait partie des sujets sur lesquels on est en train de changer. D'ailleurs, peut-être que demain, il y aura une petite évol sur cette page-là, parce que justement, ce n'était pas hyper clair pour les gens qui pouvaient récupérer un code sans avoir nécessairement reçu le courrier. Et c'est vrai que nous, on l'a un peu pensé au début comme une idée de mot de passe oublié, donc on l'a mis en dessous du champ, souligné en bleu, comme on a l'habitude de faire pour mot de passe oublié. Et donc, ce n'était pas très intuitif. Donc ça fait partie des retours qu'on a eus là depuis le 31 janvier. Donc, on est en train de changer ça. Et grosso modo, vous cliquez là-dessus et nous, on vous envoie un nouveau code sur votre adresse, sur votre compte Amélie. Si vous n'aviez pas de compte Amélie, en gros, il vaut mieux appeler le 3422. C'est eux qui résoudront le problème. Mais vous pouvez le faire automatiquement en ligne si vous avez un compte Amélie, parce qu'on va utiliser cette adresse mail qu'on connaît pour vous envoyer le nouveau code provisoire. Il y avait aussi des questions relatives à l'effacement des chiffres sur la carte vitale. Ça, c'est un problème qu'on connaît, effectivement. Là, vraiment, il faut qu'on renvoie vers le 3422. C'est eux qui vous diront comment récupérer ce numéro de série de carte vitale. Et peut-être une dernière question, même si on avait beaucoup, avec Alain qui nous demandait, même si l'espace est créé automatiquement, est-ce possible de le désactiver ensuite? Bien sûr, oui. En fait, ce que je vous disais tout à l'heure, toute personne qui ne veut pas bénéficier du service, elle peut s'opposer. Soit pendant les 6 semaines, soit après, on la réinforme en lui disant « Votre compte a été créé, vous pouvez le supprimer si vous voulez. » Et à tout moment, la personne peut clore son compte. Franchement, si vous voulez essayer, faites-le, parce que dans tous les cas, après, vous pourrez le réactiver si vous le voulez. Et c'est hyper simple. Vous allez dans Paramètres, il y a écrit « Clôturer mon compte », il y a juste une confirmation, vous pouvez télécharger vos documents et c'est fini. Pour nous, c'était vraiment un gage de confiance que de faire en sorte que l'opposition soit simple, la suppression soit simple. Derrière, les personnes, il faut qu'elles se l'approprient, il faut qu'elles voient si pour elles, c'est utile ou non d'utiliser ce service-là. Nous, le principal enjeu, c'est de faire en sorte que les citoyens, demain, ils aient une façon souveraine, publique, de gérer leurs données de santé à leurs mains. C'était ça notre enjeu. Après, ceux qui, bien sûr, ne veulent pas le faire, ils sont libres de ne pas le faire. On peut peut-être en rester là, même s'il y avait beaucoup de questions. Merci beaucoup, Ella. Merci à vous. On en manque une avec. Sur le dispositif des ambassadeurs, Maria, tu peux revenir. Donc, le dispositif des ambassadeurs qu'on va vous présenter maintenant, il a été conçu pour accompagner le déploiement de Mon Espace Santé, parce que pour nous, c'était vraiment une priorité de penser à un déploiement qui soit inclusif pour tous les acteurs et qui ne laissait personne de côté. Donc, l'idée des ambassadeurs, c'est de créer un réseau de structures et de personnes professionnelles et bénévoles qui vont aider les citoyens à prendre en main Mon Espace Santé, et notamment les citoyens qui sont les plus éloignés du numérique. Donc, il y a eu une expérimentation qui a eu lieu en Haute-Garonne sur le 2e semestre 2021, sur laquelle je vais revenir rapidement, et on est en train de mettre en place la généralisation de ce dispositif dans toutes les régions de France, pas seulement l'Occitanie, et Marielle vous expliquera tout ça aussi. Donc, quand on
on retourne en arrière sur le dispositif pilote qui était du coup en Haute-Garonne. Il a été lancé en juin 2021 avec une très forte mobilisation de l'écosystème. Alors, non seulement les autorités institutionnelles type ARS, GRAD, qui sont les groupements régionaux d'aide au déploiement de l'e-santé, qui sont des acteurs pas très connus du grand public, mais qui font un gros travail sur le déploiement de la e-santé, justement, et les caisses primaires d'assurance maladie, qui faisaient évidemment partie des ambassadeurs, mais aussi d'autres ambassadeurs bénévoles, élus, associations. Marianne vous repartagera tout ce spectre-là pour le dispositif national. Donc, au total, en Haute-Garonne, on avait une quarantaine d'ambassadeurs qui ont été recrutés avec des lieux d'action assez divers. Évidemment, des lieux d'action dans des établissements de santé ou dans des lieux en lien avec la santé, mais pas que, je reviendrai juste après. Et cette expérimentation nous a également permis de créer un kit d'ambassadeurs qui va être réutilisé pour recruter les 18 coordinateurs régionaux dans chacune des régions et qui va également nous permettre de recruter des nouveaux ambassadeurs dans chaque région. Alors concrètement, qu'a permis de faire ce kit? Il a permis de réaliser une 60aine d'actions sur le temps qu'a duré l'expérimentation, avec des actions comme par exemple des stands de sensibilisation dans des centres de vaccination. Donc on est au deuxième semestre 2021, donc c'était vraiment d'actualité. Pareil, des actions d'aller vers les citoyens qui étaient dans des parcours de soins, donc par exemple dans des salles d'attente d'hôpitaux, mais également des actions de formation et de sensibilisation dans un cercle un peu plus large, disons, avec des webinaires organisés par des associations, également un webinaire organisé par des étudiants en pharmacie ou par des pépinières d'entreprises autour des sujets de la e-santé. On a également eu des tables rondes. C'est tout, on peut en rester là pour la partie expérimentale. C'était moi qui devais faire ça, et je continue. Comme je vous disais, on est en train de généraliser le dispositif avec un objectif à la fois de capitaliser sur les réseaux existants pour renforcer la prise en main de mon espace santé. Donc, on pense notamment aux conseillers numériques France Service, aux aidants du réseau Aidants Connect, à tous les acteurs institutionnels et tous les autres médiateurs, puisqu'il n'y a pas que cela, mais également de renforcer et outiller ce réseau existant par la création d'un réseau complémentaire donc, qui s'articule autour de 18 coordinateurs régionaux. Je l'ai déjà mentionné 2-3 fois jusque-là, on va vous expliquer dans le détail vraiment ce que c'est, mais également autour d'un réseau de bénévoles et de citoyens qui va venir en complément sur les questions vraiment de e-santé et notamment autour de mon espace santé. Donc c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Donc comme l'a très bien rappelé Pierre, nous l'objectif c'était pas de développer un nouveau parcours du médiateur numérique, de créer un nouveau dispositif. On sait que vous êtes déjà nombreux, on sait que vous êtes déjà pas mal structurés. Notre idée c'est vraiment de s'insérer dans l'existant pour pas rajouter une nouvelle surcouche un petit peu administrative ou en tout cas de pilotage à des choses qui se font déjà sur le territoire et qui fonctionnent très bien. Donc notre objectif, c'est s'appuyer sur des acteurs historiques de l'inclusion numérique. Donc Pierre les a tous rappelés, donc les médiateurs numériques, l'ATO Sensu, qui ne sont pas forcément, eux, tous structurés à travers des têtes de pont très nationales, mais qui sont à travers des associations, des SIC, etc. Enfin, vous connaissez ces structurations beaucoup mieux que moi. Il y a ensuite donc, les conseillers numériques France Service, sur lesquels s'appuyer. Il y a évidemment Aidants Connect sur lequel s'appuyer, puis après, donc, il y a Medlim que vous devez certainement tous connaître en tant que figure de pont, et les hubs pour un numérique inclusif. On a eu l'occasion hier d'échanger avec eux très rapidement avec Pierre, et donc c'est aussi l'occasion pour nous de pouvoir attraper un peu ces différentes têtes de réseau et pour pouvoir sensibiliser à mon espace santé et proposer des pistes de collaboration qui vont pouvoir être pérennes et permettre un déploiement et un développement de mon espace santé au plus près des citoyens. Du coup, on a identifié plusieurs possibilités d'action
autour de mon espace santé. Il y a, en plus des acteurs de l'inclusion numérique, il y a aussi des acteurs, nous, du monde de la santé, qui ont aussi une faculté de diffusion sur l'ensemble du territoire. Ces ambassadeurs dits santé se regroupent autour d'acteurs donc, institutionnels, qu'on vous a déjà cités, donc les CPAM, les ARS, les fameux grades. Et il y a aussi des associations donc, plus larges qui sont structurées autour de la santé, comme France Asso Santé. Donc, une fois qu'on a fait un peu cette typologie d'acteurs, on s'interroge un petit peu, mais sur le terrain concrètement, c'est pléthorique, comment est-ce qu'on va pouvoir un peu structurer tout ça? Nous, notre objectif, c'est donc d'avoir des fameux coordonnateurs régionaux, donc qui sont des conseillers numériques France Service avec une surcouche santé, c'est-à-dire qu'ils auront une formation ad hoc pour pouvoir les aider à monter en compétences sur ce sujet spécifiquement. Ils vont avoir vocation à être l'interface entre le monde de la médiation numérique auquel vous appartenez, mais aussi le monde de la santé plus institutionnel, pour pouvoir créer les ponts entre deux univers à l'heure actuelle qui se connaissent, mais ne travaillent pas forcément de manière systématique ensemble. Nous, on pense que ce travail collaboratif permettra vraiment de faire de mon espace santé un vrai succès et une vraie chance de déploiement au plus près des citoyens. Donc ça, pour nous, on a un recrutement donc, de ces 18 coordinateurs régionaux qui est prioritaire et qui vont avoir pour enjeu de structurer un réseau dit d'ambassadeurs. Ce réseau d'ambassadeurs, il se compose donc de plusieurs typologies de personnes. Ça peut être à la fois donc, des acteurs de la médiation numérique, des associations. J'ai vu une question tout à l'heure dans le chat qui disait « Je suis une association, comment est-ce que je pourrais travailler avec les citoyens et à développer mon espace santé, ça m'intéresse ». Typiquement, vous pouvez devenir, donc vous allez être heureux de le savoir, un ambassadeur Mon Espace Santé. Donc nous, l'idée, c'est d'avoir cette espèce d'armée de déploiement de Mon Espace Santé constituée du monde de la médiation numérique, du monde de l'associatif, et qui soit capable de sensibiliser. On sait bien qu'on ne va pas demander un accompagnement approfondi dans un premier temps, que ça nécessite une formation, que ça nécessite une prise en main, sur laquelle on va revenir plus tard, mais en tout cas, il y a une faculté de diffusion. Nous, on peut vous outiller, on peut vous donner des éléments pour vous permettre de faire connaître ça aux différents usagers qui se présentent à vous. Ce pilotage, donc, il est national de l'ensemble du dispositif. Vous l'avez compris, on essaye de faire cohabiter plusieurs univers ensemble, celui de la médiation numérique, celui de la santé. Ça réunit donc l'ANCT, que vous devez très bien connaître, le ministère de la Santé, la Caisse des dépôts, évidemment, donc dans tout l'ensemble de ces dispositifs. Pour revenir rapidement sur le financement du coup, de ces 18 coordinateurs, donc comme le disait Marianne à l'instant, ces coordonnateurs, ce sont des conseillers numériques France Service. Ils vont être recrutés via ce dispositif. Néanmoins, il y a une surcouche santé qui sera financée par le ministère des Solidarités et de la Santé via un financement dédié. Bon, je passe rapidement sur les mécanismes de conventionnement, mais donc ces conseillers-là, ces 18 coordonnateurs seront au sein des grades, donc les fameux groupements d'appui au développement de la e-santé dont je vous parlais, ou au sein des ARS. Ils auront une mission qui sera nationale, donc ils se représenteront avec une casquette ministère de la Santé et secrétariat d'État au numérique, et le rôle de terrain que Marianne vient de décrire. Peut-être pour du coup donner un appel clair à nous, ce pourquoi on vient aussi vers vous aujourd'hui, c'est donc on cherche du coup à identifier des futurs coordinateurs régionaux. On est donc tout à fait intéressé à ce que vous vous manifestiez d'une manière ou d'une autre si c'est quelque chose qui vous intéresse. Les fiches de poste sont en cours de publication. Ensuite, on est aussi intéressé pour pouvoir du coup éventuellement vous inscrire en tant qu'ambassadeur de Mon Espace Santé. Ça veut dire qu'on va vous délivrer de l'information qui vous permet donc de sensibiliser le public qui se présente à vous dans des cadres de démarche de médiation numérique. Pour ce faire, il y a une adresse mail à retenir sur laquelle vous pouvez nous poser des questions. J'ai vu que la question a été aussi multiplement posée. C'est dns-ambassadeur au pluriel @santé.gouv.fr. Donc, elle est tellement récente qu'elle n'est même pas écrite sur la présentation. Donc, du coup, n'hésitez pas à les fonctionnels et on pourra du coup vous répondre à l'ensemble de vos questions là-dessus. Et je crois qu'un certain nombre de questions vont nous être posées. Et je pense que vous pouvez retrouver l'adresse déjà dans le chat. Merci, Élodie.
les questions, je vous ai préparé une petite sélection. Merci. La première question, c'est comment devenir ambassadeur? Comment devenir ambassadeur? Donc la première étape, c'est vraiment envoyez-nous ce fameux mail. Nous, on va vous envoyer à chaque personne qui va nous envoyer ce mail une fiche mission qui va décrire du coup les petites actions concrètes auxquelles on peut penser, un lien d'inscription, et vous seront communiqués ultérieurement un petit outillage donc constitué d'une FAQ, une présentation de mon espace santé, et puis à la fin, vous serez évidemment coordonné par ce fameux coordinateur régional. Le temps de son recrutement, ce sera Pierre et moi, donc identifiez-nous bien, qui seront vos relais principaux pour pouvoir diffuser sur le territoire. La deuxième question qui était un peu en lien, c'était y a-t-il des affiches, un kit de communication? Tout à fait. L'idée, c'est que lorsqu'on vous a identifié, on peut vous envoyer toutes ces informations. Donc, on a recensé dans ce qu'on a appelé le kit de l'ambassadeur et qui contient des affiches, des flyers, un format de slide de formation qui est modifiable pour que vous puissiez également vous l'approprier et potentiellement le modifier, et voilà, d'autres éléments d'information tels une foire aux questions pour que vous ayez tous les éléments en tête concernant mon espace santé. Une troisième question de Jean-Philippe, quel lien avec Aidant Connect? Quel lien avec Aidant Connect? Donc, je vais vous faire la même réponse que le même lien avec l'ensemble des têtes de réseau. Donc, c'est-à-dire que nous, on est en discussion au niveau partenarial du coup, avec l'ensemble de ces têtes de réseau en national pour pouvoir du coup, créer des ponts avec chacun. Donc, par exemple, c'est le cas donc, sur le cadre des CNFS, des conseillers numériques France Service, avec lesquels du coup, on va se patcher sur ce dispositif. C'est le cas aussi avec France Service. Et donc, c'est le cas aussi avec Aidant Connect. Donc, nous, je ne sais pas, il doit y avoir plusieurs personnes qui viennent du réseau Aidant Connect aujourd'hui, parce qu'on a fait diffuser du coup l'information d'existence de ce webinaire à ce réseau-là, pour pouvoir du coup avoir ce premier point de contact aussi avec vous en week-end et pouvoir avoir vos questions et éventuellement vous outiller de manière nécessaire pour pouvoir accompagner dans votre quotidien les citoyens. Et une dernière question de Christian, existe-t-il un bac à sable pour former? C'est vrai que c'est une question qui revient souvent et qui serait vraiment utile pour pouvoir accompagner des citoyens dans des situations réelles. Aujourd'hui, malheureusement, il n'existe pas ce bac à sable comme on pourrait l'espérer avec un compte test et des documents de test. Donc, par contre, pour éviter de devoir montrer ses propres données personnelles, d'avoir accès aux données personnelles d'une personne qu'on accompagne, dans le kit des ambassadeurs, il y a également une description détaillée de toutes les fonctionnalités et des pas à pas sur les principales démarches que l'on peut effectuer via son espace santé. Et on est en train d'également travailler à des formats vidéo courtes qui reprennent ces fameux éléments principaux d'information et de démarches que l'on peut effectuer sur mon espace santé. Ce n'est pas pour autant qu'on a oublié ou qu'on a abandonné l'espace bac à sable. Comme disait Ella, c'est également quelque chose qui est dans la roadmap publique pour 2022 que vous pouvez retrouver sur le site Mon Espace Santé. Du coup, peut-être, on en a fini avec ce point-là. Donc, n'oubliez pas, si vous avez des questions, contactez-nous du coup sur l'adresse mail générique qu'on vous a envoyée. On fera notre maximum pour les répondre le plus rapidement possible. On a vu qu'elles étaient nombreuses et c'est vrai que vous êtes énormément connectés, donc c'est pas évident pour nous de répondre à toutes. L'objectif, c'est de vous donner vraiment un panorama. Maintenant, on va avoir un retour terrain avec une grande spécialiste du sujet et qui va avoir du coup un regard qui peut être très enrichissant pour vous. Plusieurs doivent la connaître. C'est donc Garlène Liaison. Et bonjour Garlène. Donc Garlène, tu es formatrice et chef de projet en tant que salariée indépendante au sein de la coopérative d'activité et d'emploi Prisme. Tu es également impliquée dans la médiation numérique depuis plus de 15 ans maintenant et via notamment la coordination du réseau des acteurs de la Drôme. Et tu es un membre du hub Inora et de la coopérative Medlib. Est-ce que j'ai bien fait le tour? Oui, je pense qu'on a fait le tour du propriétaire, effectivement. J'ai noté que sur les travaux sur la e-santé, tu es intégré au groupe de travail Fracture numérique mis en place par la délégation du numérique en santé depuis 2019, c'est-à-dire en fait l'année de création de la délégation du numérique en santé. Et on peut te présenter en résumé en experte formation et inclusion numérique. Donc peut-être
première question, et peut-être que l'on peut se poser sur ce sujet, c'est celle du rôle du médiateur numérique face à l'émergence du numérique en santé et notamment de mon espace santé. Donc, quel est son rôle? Le rôle du médiateur numérique, dans le cadre de la santé, c'est le rôle du médiateur numérique partout. C'est-à-dire que c'est un peu celui qui est en première ligne face au public. Et qu'effectivement, quand on a vécu toutes les dématérialisations, qu'elles soient dans le domaine public ou privé, effectivement, quand il y a un souci, quand il y a une question, quand on a besoin d'aide, c'est en principe vers le médiateur numérique qu'on va se tourner. C'est un acteur de proximité qui va accompagner le public dans sa globalité, c'est-à-dire qu'il va l'accompagner à la fois sur ses problématiques de santé, d'emploi, d'éducation. Et effectivement, il est repéré comme étant une personne ressource sur le territoire. Toujours là, en fait, c'est un peu le hussard sur le territoire, voilà, qui va toujours accompagner, qui a une connaissance assez poussée des sujets à la fois numériques et puis bientôt de santé, puisqu'on va y travailler. Mais je pense que c'est surtout cet acteur de proximité qu'il faut saluer. Justement, on a la spécificité santé en tête, en tout cas sur ce projet Mon Espace Santé, et on voit que le sujet santé, c'est pour le médiateur peut-être un vecteur qui permet aux citoyens de franchir un cap dans le numérique, mais comme d'autres pourraient l'être. Néanmoins, on se retrouve avec deux sujets ici qui sont vraiment polémiques, je dirais, ou au moins de préoccupation, avec la santé d'un côté et le numérique de l'autre. Est-ce que c'est une difficulté supplémentaire, du coup, d'accompagner les citoyens sur ces questions de numérique en santé? Difficulté, peut-être pas. Je pense que déjà, c'est un levier. Un levier, on a des publics aujourd'hui qui sont encore réfractaires au numérique. Et ça peut être un sujet levier, parce qu'à un moment donné, on reçoit ce fameux courrier, on ne sait pas trop quoi en faire, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Et souvent, vu que le médiateur numérique est identifié comme une personne ressource, l'idée, c'est que le public aille voir ce médiateur numérique. Aujourd'hui, ce qu'il va falloir, le défi qu'on a, c'est d'outiller justement ce médiateur numérique pour pouvoir répondre à toutes les questions que le public va se poser, et aussi à peut-être toutes les angoisses et toutes les interrogations. Voilà, on a aussi des publics qui sont très réfractaires au numérique. Après, c'est aussi un effet levier dans la mesure où on sait qu'il y a à peu près, selon les chiffres, entre 13 et 17 millions de personnes qui sont éloignées du numérique. Effectivement, ça peut être un levier. C'est-à-dire que j'ai besoin de sécuriser mon parcours de santé. Peut-être que jusqu'à maintenant, je ne suis pas allée dans le numérique, mais que je vais y aller par ce biais-là. Après, il faut aussi avoir conscience que, contrairement, en complément des ambassadeurs qui sont là pour sensibiliser, le médiateur numérique, lui, il va accompagner. En fait, presque Mon Espace Santé, c'est quasiment ce qu'on cible. C'est-à-dire qu'avant d'arriver à Mon Espace Santé, il faut maîtriser les questions de le mail, il faut comprendre. On a parlé d'interopérabilité, on a parlé de portabilité, tout ça. De matrice d'habilitation, tout ça, il faut le comprendre. Donc, souvent, il y a une relation de confiance entre le médiateur et son public. Et il va falloir qu'il puisse décrypter et de permettre effectivement aux citoyens de faire des choix éclairés, de comprendre. Mais avant ça, il faut maîtriser son mail, il faut maîtriser, pour certains, le clic droit, le clic gauche. Et puis, il y a des publics qui demandent vraiment une attention toute particulière. Je pense à la question de l'illettrisme, 7% en France quand même, la question du français langue étrangère, toutes les problématiques que peuvent se poser, la question du handicap, qui est bien trop souvent sous-estimée. Il y a quand même une problématique d'accessibilité. Donc, je pense que voilà, le médiateur, lui, il peut avoir ce levier santé. Il y a effectivement cette crainte santé numérique, ça peut pour certains être une nébuleuse, un peu incompréhensible, mais au médiateur de décrypter et à nous de lui donner les outils, je pense que c'est essentiel. Et puis après, on espère qu'on va pouvoir permettre à beaucoup plus de publics d'être autonomes, parce que c'est bien l'objectif de la médiation numérique in fine, que ce soit en entrant par la santé, par la recherche d'emploi, par tout ce qu'on peut imaginer, voire même la consommation, la culture. Nous, notre objectif, c'est que les gens soient autonomes. Qu'ils apprennent à maîtriser le mail, à comprendre comment on choisit un bon mot de passe, tout ce qu'il peut y avoir pour une utilisation du numérique, que ça passe par la santé, que ça passe par la recherche d'emploi. Nous, notre objectif, c'est que les gens soient autonomes et puissent réinvestir les compétences acquises dans tous les domaines dont ils ont besoin en tant que citoyens. On ne l'avait peut-être pas dit, mais tu l'as souligné, le fait que le site soit accessible est aussi un enjeu pour Mon Espace Santé.
Alors, Mon Espace Santé, il est compatible avec le référentiel RG2A. Il y a des audits qui vont avoir lieu sur ce sujet. Mais quand on parle également d'accessibilité à un site, est-ce qu'il faut bien avoir en tête cette idée d'égalité des chances pour tous? Donc, est-ce qu'on parle également des dom-tom, mais également des quartiers prioritaires de la politique de la ville, des zones rurales? Je pense que c'est surtout ceux qu'on vise en priorité. Effectivement, alors moi je viens de la Drôme, c'est quand même un territoire relativement rural, même si on a quand même des grandes villes. Quand on arrive, quand on travaille, quand on habite à Saint-Nazaire-le-Désert, effectivement, on a besoin d'un service de proximité. Quand on est à La Réunion, on a d'autant plus besoin d'un service de proximité. Il ne faut pas oublier que le numérique, ça permet effectivement peut-être de réduire les distances, mais l'accompagnement, il doit être sur tous les territoires. Et je pense que c'est la force de la médiation numérique. Alors bon, les chiffres divergent. Voilà, on a certains nous disent 15 000 médiateurs, d'autres, on ne sait même plus combien il y en a, mais peu importe. C'est vraiment, j'en reviens à cette notion de proximité. C'est vraiment des réponses en proximité. Il faut qu'ils soient partout. Dans les territoires ruraux, dans les dom-tom, dans les QPV. Il y en a partout, des médiateurs numériques. À nous de les outiller, à nous d'aller jusque. Et puis, je pense qu'il y a un enjeu qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est qu'il faut que ces médiateurs-là, on les reconnaisse, on les valorise pour qu'ils puissent s'intégrer dans un écosystème local et qu'effectivement, demain, je ne pense pas le médecin traitant qui va accompagner à Mon Espace Santé. Je pense que c'est le médiateur qui va pouvoir accompagner, qui va pouvoir répondre aux questions, aux interrogations. Et puis peut-être, oui, il va y avoir des débats autour de ces sujets-là. Il va y avoir des... Et il faut les nourrir, ces débats. Il faut qu'ils aient lieu. Et je pense que vraiment, il faut que le médiateur il soit un peu à la croisée des chemins. Alors, il l'est déjà pour les questions de démarches administratives, de recherche d'emploi, d'impact sur... du numérique sur l'éducation, l'impact du numérique sur certains métiers aussi. Et il le sera, je pense, il le sera, c'est incontournable sur la question de la santé. La santé se numérise. Là où il y a numérisation, il y a besoin de médiation. Là où il y a besoin de médiation, il y a des médiateurs numériques et des conseillers, et des aidants connect, etc., etc. Bien sûr. Ouais. On a parlé un peu aussi de l'intégration sur le territoire, mais c'est également faire entendre la voix des citoyens que j'entends derrière ça avec... on en a pas, tu n'as pas dit le mot explicitement, mais ça transparaissait la notion de désert médical. Je ne sais pas si tu avais choisi un nom de... Ah non, Saint-Nazaire-le-Désert, en principe, je cite à chaque fois parce que son nom est suffisamment parlant. Si c'était fait exprès. Mais voilà, il y avait aussi pour nous, côté ministère, quelque chose qui était assez important, c'était vraiment d'intégrer les citoyens à la démarche avec ce comité citoyen. J'ai vu qu'il y avait certains commentaires dans les questions qui faisaient mention, donc, qui ont peut-être entendu parler ou qui ont peut-être assisté aussi aux assises où tu étais présente d'ailleurs. L'idée, c'était vraiment de faire en sorte qu'un outil qui veut redonner la main sur ces données de santé aux citoyens puisse être également construit par les citoyens, ce qui coûte de sens. Et il y a eu du coup ces assises du comité citoyen qui sont revenus sur les propositions qu'ils avaient autour de l'outil, avec un certain nombre de propositions où il y en a beaucoup qui ont déjà été intégrées à la roadmap de développement et d'autres qui nécessitent une expertise législative un peu plus poussée. Mais voilà, toi qui as assisté aux assises, qu'est-ce que tu en as pensé de ce dispositif? Est-ce qu'il a été bien intégré? Alors le Conseil citoyen, effectivement, j'ai eu la chance d'être invité d'intervenir 2 fois, pour les travaux et après la remise du rapport. Effectivement, ça a permis de mettre le doigt sur plein de choses, de soulever plein de débats. Je trouvais ça super enrichissant. Maintenant, c'était, je ne sais plus, une trentaine de citoyens, me semble-t-il, qui ont été tirés au sort. Je pense que les débats, on n'a pas fini de les soulever. Et c'est, je pense, là, un des enjeux aussi d'avoir autant de médiateurs sur lesquels on va pouvoir s'appuyer, c'est qu'ils puissent nous faire remonter toutes les interrogations, toutes les craintes. J'ai commencé déjà à réunir pas mal de questions, de craintes, pour qu'effectivement ces débats aient lieu.
il faut qu'ils aient lieu, ces débats, et puis que peut-être il y ait des améliorations qui soient proposées ou des choses qui soient, par exemple, on m'a dit, bah, oui, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas un outil qui permet de réduire les pièces jointes directement dans mon espace santé? Parce que, effectivement, uploader un fichier, ça veut dire maîtriser l'extension de fichier, le poids, etc. Et ça, enfin, l'arborescence, le retrouver, etc. Et pour certains, c'est déjà des compétences qui sont déjà à atteindre presque un grade. Donc effectivement, je pense que s'appuyer sur le citoyen et avec toute la cohorte de médiateurs, d'ambassadeurs et autres, on va pouvoir avoir cette remontée. À nous d'organiser cette facilitation de la remontée. Alors je ne sais pas si c'est l'adresse qui a été fournie par Marianne tout à l'heure qui fera l'objet, ou est-ce qu'il y aura un portail, ou est-ce qu'il y aura... voilà, mais ces débats auront lieu et je pense que ça va être riche, ça va être intéressant et il faut qu'ils aient lieu. Oui, tout à fait. Le comité citoyen, ce n'était pas un coup d'épée unique. C'est vraiment quelque chose qui a vocation à être renouvelé et il y a une deuxième version qui est également prévue. Peut-être un peu au-delà des sujets de médiation numérique, pour les citoyens les plus éloignés, il y a aussi une question de formation. Alors, je pense évidemment sur mon espace santé, formation des professionnels de santé, formation de vous, les médiateurs, donc en tant que relais auprès des citoyens. Mais il y a également une question de formation des citoyens eux-mêmes sur ces questions de numérique en santé en sens large. Qu'en est-il aujourd'hui? Alors, l'idée, c'est qu'on puisse proposer différents niveaux en fait, d'acculturation, de formation pour les médiateurs numériques, enfin, des outils, ce que je disais tout à l'heure, et outils vraiment à l'arrivée de mon espace santé, mais plus largement de la numérisation de la santé. Je ne sais, c'est pas que l'outil, c'est aussi toutes les questions qui vont se poser autour, pour qu'ils puissent après, eux, être à l'aise et en réponse vis-à-vis des usagers. Donc, l'idée, c'est de pouvoir faire des temps de sensibilisation relativement légers, un dispositif assez léger qui pourrait s'appuyer sur des visioconférences pour vraiment avoir un premier niveau de sensibilisation. Et on travaille aussi sur le déploiement, enfin la conception d'une formation beaucoup plus longue, qui serait sur 6 modules d'à peu près 2 heures chacun, qui permettra vraiment d'embrasser la question du numérique en santé de façon beaucoup plus large, avec des questions éthiques, juridiques, des outils effectivement, bien entendu, mais aussi comment accompagner le citoyen sur le repérage des fake news en santé. C'est tout à fait particulier, justement, parce que c'est la porte ouverte à bien des dérives sectaires. On fait de l'éducation aux médias aux enfants, on n'en fait pas beaucoup aux adultes, donc il va peut-être falloir, peut-être que c'est un levier. Quand je parlais de sujet levier, c'est aussi un levier. Et puis après, l'idée, c'est qu'on puisse, avec l'organisation de cette remontée d'interrogations, etc., pouvoir capitaliser et pouvoir former. En Drôme, on essaie de faire une expérimentation en ce moment, c'est hôpital tiers-lieu, c'est-à-dire qu'on intervient au sein d'un hôpital pour faire de la médiation numérique au sein d'un hôpital psychiatrique qui a d'ailleurs, depuis la semaine dernière, vocation à vouloir se généraliser au sein du département. Et on souhaiterait aussi, donc avec Inora, dans une première intention en Savoie, développer un pass numérique santé. Alors, ce sera les mêmes compétences qu'un pass numérique classique, mais coloré santé, c'est-à-dire que quand j'évoquais tout à l'heure, quand on maîtrise le mail pour la santé, on le maîtrise pour chacun d'entre nous. Donc, c'est aussi parce que c'est un levier, parce que pour nous, l'arrivée de mon espace santé, c'est quand même une opportunité dont on va se saisir pour essayer toujours de faire en sorte que la plupart des usagers, des citoyens, soient autonomes avec ce numérique qui, de toute façon, est omniprésent. Merci Yarlem. Merci. On va peut-être passer aux questions. On a déjà reçu 37 mails. Ouais. Bravo. Je les pose ou je te donne? Vas-y, tu peux les poser. Merci Marianne. Alors, on a Stéphane qui me demande, existe-t-il une maquette dynamique de mon espace santé pour réaliser des accompagnements? Ça rejoint la question de l'espace bac à sable, l'espace test, où du coup la maquette dynamique qu'on peut imaginer. Alors, il n'existe pas de contest auquel on pourrait avoir accès pour que vous puissiez peut-être montrer dans un premier temps les fonctionnalités essentielles de mon espace santé et ce à quoi ça peut servir aux citoyens dans son parcours de soins. Néanmoins, il existe à côté de ça tout un tas
de documentation qui peuvent jouer ce rôle-là, avec notamment des vidéos explicatives, des documents plus statiques de pas à pas pour comprendre comment mettre les documents, comment rentrer dans le service, voilà, comment l'utiliser. Et par ailleurs, comme je vous l'indiquais, on travaille à faire en sorte que cet espace test soit disponible. Alors, il pourrait être disponible non seulement pour vous, les médiateurs numériques, mais également pour d'autres usages. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est sur la roadmap. Juste si je peux le préciser, je pense que c'est un outil qui est quand même hyper facile à prendre en main. Je ne me fais absolument aucun souci pour les médiateurs, les conseillers numériques. Ils vont tout de suite comprendre comment ça fonctionne. C'est vrai que c'est un outil qui est plutôt bien fait. Ergonomiquement parlant, c'est très simple à prendre en main. Donc, effectivement, c'est un des... Il n'y a peut-être pas le bac à sable, mais au moins, c'est facile. On a une deuxième question sur une FAQ. Est-elle prévue? Posée par Laura. Donc, Laura, il y a une FAQ qui est déjà disponible sur le site. Alors, je ne me rappelle plus exactement le nom de l'onglet, mais peut-être besoin d'aide en haut à droite de mémoire. Et il y a également, on est en train d'également travailler sur une FAQ plus complète qu'on pourra vous diffuser dans le kit ambassadeur pour que vous puissiez être, vous, outillés à répondre au maximum de questions, puisque voilà, on le voit rien qu'aujourd'hui en traitant les questions, il y a toujours des éléments auxquels on n'avait pas forcément pensé et des cas particuliers. Donc, on essaiera d'être le plus exhaustif possible via cette FAQ. Puis nous, ça nous intéresse justement dans le cadre du déploiement, de la conception de cette formation. C'est-à-dire que plus on a de questions qui nous remontent, plus on peut adapter aussi les contenus pour y répondre et anticiper justement les réponses. On a Alassane qui nous dit les associations qui souhaitent contribuer au déploiement auprès du grand public, comment faire pour collaborer? Je sais pas, Yarlan, est-ce que tu veux commencer? Quelles sont les actions qu'on peut faire? Je pense que c'est vraiment le rôle de l'ambassadeur, c'est effectivement communiquer sur qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, quel intérêt, pourquoi y aller, et puis faire des démonstrations, faire pourquoi pas des réunions publiques, pourquoi pas. Je pense que c'est vraiment, et puis surtout faire ça peut-être en dehors de son espace. Ça peut être pendant un événement, dans le hall d'un hôpital, pourquoi pas, dans une maison de retraite. Enfin, je pense que c'est en parler. Après, peut-être que le ministère nous fournira gentiment des autocollants, des flyers. Voilà, donc il y aura ce qu'il faut, voilà, des t-shirts. Non, peut-être pas quand même. Peut-être pas jusque-là. Si, c'est prévu. Super. Non, mais voilà. Je pense qu'il va falloir communiquer, peut-être au sein des espaces pour les médiateurs numériques qui sont en structure de médiation numérique. Il peut y avoir aussi des affichages qui permettent d'interpeller et de dire. Mais je pense que déjà, quand les gens vont recevoir leur courrier, ils vont voir numérique. Normalement, la plupart des médiateurs vont être sollicités pour savoir. Donc, de fait, vous serez ambassadeur quelque part. Mais tout à fait. Mais pour contribuer, il y a toujours l'adresse que vous a donnée Marianne tout à l'heure, donc dns-ambassadeur au pluriel santé.gouv.fr. Et évidemment, dans ce kit ambassadeur, il y aura également tous les aspects communication pour mettre des affiches. Ensuite, il y a les missions classiques que tu redisais autour de l'accompagnement et de la sensibilisation autour de mon espace santé. Après, c'est pour ça que nous, on veut vraiment outiller et on développe vraiment une formation longue qui a peut-être, qui n'est pas encore tout à fait finalisée, mais qui sera déployée, on l'espère, le plus largement possible, qui a été quand même en partie financée grâce à la NCT qui nous a suivis et qui va permettre quand même d'avoir une vision très très globale du numérique en santé et qui va permettre effectivement, pourquoi pas, de faire aussi se côtoyer des médiateurs entre eux et de voir des échanges de bonnes pratiques, voilà, comment promouvoir et entre eux échanger des idées et faire des événements. Ensuite, est-ce une obligation pour les CNFS de devenir un coordinateur? Alors, il y a deux choses. Alors, les coordinateurs Mon Espace Santé, ils seront au nombre de 18 et aujourd'hui, ils ne sont pas encore sur le terrain. Donc, c'est des postes de CNFS qui sont à pourvoir et qui vont être ouverts, donc à identifier. Et si on prend la question, est-ce que c'est une obligation pour les CNFS de devenir des ambassadeurs? J'aimerais vraiment pouvoir vous dire oui, on veut vous avoir tous en tant qu'ambassadeurs sur Mon Espace Santé parce que c'est un produit auquel on croit vraiment et on pense que ça peut vraiment aider la vie des Français. Mais par ailleurs, il n'y a pas d'obligation de devenir ambassadeur et on sera très heureux de travailler avec tous ceux qui le souhaitent.
si je peux me permettre, même si on n'est pas ambassadeur Mon Espace Santé, je pense que c'est presque obligatoire pour un médiateur ou un conseiller numérique d'avoir la conscience des enjeux autour de la numérisation de la santé pour pouvoir accompagner le citoyen, pour pouvoir répondre aux questions. Voilà, quel que soit le parti pris qu'on a, mais répondre aux questions, expliquer les enjeux. On a parlé, effectivement, on parle beaucoup de souveraineté, d'interopérabilité, de GAFAM, etc. Et c'est presque un sujet qui va soulever toutes les problématiques. Et je pense que c'est presque obligatoire d'avoir cette culture-là. Pour moi, c'est presque obligatoire pour un professionnel d'avoir cette culture et d'avoir conscience des enjeux qu'il y a derrière tout ça. Et Karen a une question plus spécifiquement pour toi. Peut-on avoir plus de précision sur le pass numérique en santé? L'idée du pass numérique en santé, alors là, c'est une expérimentation, donc ça dépend des territoires, puisque chaque territoire a son mode de déploiement du pass numérique. L'idée, c'est de pouvoir proposer des supports spécifiques éligibles dans le cadre du pass numérique, coloré santé. Donc, nous, on y travaille et on est en pourparlers notamment avec l'ANCT, puisque c'est toujours l'ANCT derrière qui finance ces expérimentations. Nous, ce qu'on souhaiterait, c'est pouvoir développer des supports dédiés santé qui seraient mis à dispo de toute façon en Creative Commons, bien entendu, parce que ça fait partie de mon logiciel de base. Donc, s'il y a support développé, l'idée n'étant pas de dire, c'est pas une injonction à faire comme ça, c'est de dire plutôt que si on est tous, à un moment donné, à développer des thématiques autour de la santé, qu'on ne parte pas de zéro et qu'on ne recrée pas chacun dans notre coin des choses, mais qu'on puisse faire un peu pot commun. Donc là, l'idée, c'est de partir sur 7-8 modules autour de la santé avec des choses tout à fait classiques. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on a un sujet de l'administration, on va être plus effectivement sur Amélie que sur la CAF, bien entendu. Et puis après, on pourra faire un module spécifique Mon Espace Santé, bien entendu, ça c'est sans souci. Mais pour l'instant, je ne peux pas en dire beaucoup plus parce que c'est une expérimentation. Pour les modules, on essaie, on est encore en pourparlers et chaque territoire ayant son propre déploiement de pass, puisqu'en fonction de l'éligibilité, etc., après, c'est à voir par territoire. Ok. Et une autre question avec les conseillers numériques France Service, peuvent-ils être ambassadeurs? Comment cela fonctionne? Donc, on a déjà répondu en partie, mais donc, pour résumer et reprendre les grandes étapes, vous pouvez être ambassadeur. De fait, vous allez être un ambassadeur puisque des citoyens vont sûrement venir vous questionner sur Mon Espace Santé et sur les enjeux autour du numérique en santé. Et par ailleurs, pour avoir des supports de formation, des supports de communication, on vous invite à nous écrire à dns-ambassadeur@santé.gouv.fr pour que l'on puisse vous transférer ce kit d'ambassadeur. Et dans le futur, qu'on espère le plus proche possible, il y aura les 18 coordinateurs régionaux qui vous permettront d'avoir une dynamique locale autour des actions de sensibilisation et de formation sur ces sujets autour de Mon Espace Santé. Il faut qu'on me passe une dernière question. Donc, quel délai de réponse sur DNS-ambassadeur, etc. On a déjà reçu plus d'une centaine de mails au moment où je vous parle, donc on va faire du mieux qu'on peut. Je pense que le webinaire, vous l'avez compris, il montre que nous, les sujets d'inclusion numérique sont aussi une priorité dans le déploiement de Mon Espace Santé. Donc on essaiera de répondre vraiment le plus rapidement possible pour mettre en place les premières actions avec vous pour réussir ensemble Mon Espace Santé. Merci. Voilà. On peut en rester là. Peut-être juste pour clore le webinaire, pour la suite de nos travaux, on est vraiment au début de l'histoire de Mon Espace Santé et on espère que ce webinaire vous aura donné envie de devenir ambassadeur et du coup de faire un bout de chemin avec vous, donc notamment avec je vous remercie déjà ceux qui nous ont envoyé un mail. Donc, on est persuadé qu'il y a plein de belles histoires à écrire autour de Mon Espace Santé, qu'il y aura plein de cas d'usage qui vont émerger. Tout ça ne se fera pas d'un seul coup. Donc oui, c'est vrai qu'il n'y a pas aujourd'hui d'espace bac à sable, mais on y travaille. Et on a coutume de dire qu'il faut avancer dans une stratégie de petits pas rapides. Et il y a plein de petits pas rapides qui arrivent, donc notamment les 18 coordinateurs qui seront vos relais. Ces 18 coordinateurs, donc, ils seront notamment sur l'espace coop pour ceux qui sont conseillers numériques France Service, mais ils seront également à disposition pour tous ceux qui n'y sont pas et tous les autres.
Voilà. Autre petit pas rapide, c'est la formation qui ne s'arrête pas aujourd'hui avec cette unique session où on va mettre en place des sessions de formation, que ce soit via les têtes de réseau, j'entendais parler tout à l'heure des questions autour des Gants Connect. On est déjà en contact avec les têtes de réseau pour pouvoir continuer ces actions de formation avec des séances de sensibilisation qui auront lieu tous les 15 jours, et on va vous envoyer également un autre petit pas rapide, ce kit d'ambassadeurs pour que vous ayez les cartes en main pour répondre au maximum de questions sur Mon Espace Santé. Et voilà, donc on voulait tous vous remercier d'avoir participé, et on vous dit à très vite pour réussir ensemble Mon Espace Santé. Merci beaucoup. Merci.